bienvenue pour cette 11e édition du Devfestant. Donc pour cette première conférence, on accueille Gérard, staff engineer chez Decathlon. On peut applaudir. Et donc Gérard, tu vas nous proposer un jeu des 7 différences entre SwiftUI et Jetpack Compose. Bonne conférence. Merci beaucoup, c'est presque ça. Bonjour à tous, je me présente rapidement, moi c'est Gérard Paligo, je suis du coup effectivement staff engineer, très récemment senior staff engineer, plutôt cool. Je suis aussi Google Developer Expert pour Android, mais aujourd'hui je vais jouer le rôle de MC dans un combat, vous l'avez peut-être vu, si vous avez la ref, j'imagine très certainement, entre deux challengers, et on va tout de suite sélectionner ces deux challengers. J'ai pas de son, je devrais avoir un son, normalement. Super, merci. Du coup, on a plusieurs challengers possibles. On a React.js et Solid.js, qui sont deux frameworks déclaratifs UI pour l'écosystème web. Nous avons Jetpack Compose et SwiftUI juste en dessous, le petit oiseau noir, qui sont deux frameworks UI pour le développement mobile, Android et iOS. Flutter, le petit oiseau bleu, qui est un framework cross-platform, multiplateforme plutôt, développé par Google, qui fait du mobile, mais aussi du web, du desktop, etc. Et enfin, nous avons l'HTML, qui est peut-être le plus simple framework déclaratif, si on peut appeler ça un framework. Et tout de suite, on va sélectionner notre premier challenger. Et si vous avez lu le nom du talk, vous savez sur quoi on va tomber. On va tomber du coup sur Jetpack Compose. Jetpack Compose, qui est-il? C'est un framework UI développé 100% en Kotlin. Alors si vous êtes développeur Android, soit vous faites du Java parce que vous n'êtes pas mis à jour depuis 5 ans, soit vous faites du Kotlin parce que du coup, ça fait 5 ans maintenant que le Kotlin est le main language pour développer des applications Android. Donc normalement, vous avez très certainement le Kotlin de configurer dans votre projet, et donc vous pouvez utiliser Jetpack Compose, puisque vous ne pouvez pas l'utiliser si c'est du Java. Pour le faire fonctionner, il a besoin d'un plugin de compilation, un plugin de compilation Gradle, qui permet d'interpréter les différentes annotations qui vont être utiles pour Jetpack Compose, qu'on va voir tout au long de cette présentation. C'est complètement open source. Vous allez sur github.com/androidx et vous allez voir toutes les librairies de Google, de l'écosystème Android, notamment du coup Jetpack Compose. Vous pouvez le voir aussi directement dans l'IDE quand vous utilisez Jetpack Compose et que vous voulez naviguer dans son code source. Donc très pratique. C'est développé par Google et par JetBrains. En fait, Google a initié le projet, a construit la brique pour Android. Et puis JetBrains, qui sont les créateurs et mainteneurs du langage Kotlin, se sont dit elle est pas mal ta librairie, ça pourrait être pas mal de la rendre multiplateforme. Qui est du coup la dernière caractéristique de Jetpack Compose, puisqu'aujourd'hui, Jetpack Compose est disponible dans plusieurs plateformes, on va y revenir plus tard. Très bien, voyons voir pour le second challenger. Suspense, hein, bien sûr. Et donc, effectivement, on va tomber sur SwiftUI. Alors, SwiftUI, tout pareil que Android. Si vous n'avez pas de Swift de configurer dans votre projet iOS, vous ne pouvez pas utiliser SwiftUI. Tout pareil, si vous utilisez encore Objective-C dans votre projet, je ne vous juge pas, mais un petit peu quand même. C'est embarqué dans le système. Ça va avoir son importance plus tard, mais c'est du coup, chaque version de SwiftUI est fortement liée à une version de iOS. Et plus largement de l'écosystème Apple, parce que du coup c'est développé par Apple, et il ne faut pas déconner, pour Apple. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas utiliser SwiftUI sur du Windows, sur du web, etc. C'est compatible uniquement pour iOS, iPadOS, macOS, watchOS, c'est ça. Vous avez compris. Très bien. Donc du coup, on va pouvoir faire affronter d'un côté Jetpack Compose, et de l'autre côté, SwiftUI. Et ah oui. Hop. 2 petites secondes. Et normalement, parfait. Très bien. Donc nous avons d'un côté Jetpack Compose, juste rapidement, qui a déjà fait du développement Android et qui est plutôt pour Jetpack Compose dans ce match? Allez, sérieusement?
Très bien. Un petit peu quand même. Même chose côté iOS? Vous allez prendre tellement cher. Très bien. Vous allez voir, je suis super objectif dans cette présentation. Très bien. Alors avant de voir les différences, on va voir un peu les similarités entre ces deux frameworks et on va prendre un exemple hyper simple qui est simplement un compteur. Donc on a à gauche le compteur iOS, à droite le compteur Android qui ont du coup forcément utilisé chacun SwiftUI et Jetpack Compose. Côté Jetpack Compose, pour créer un composant, il faut utiliser une fonction Kotlin standard et qu'on annote avec du coup ce que vous voyez, le addComposable. Donc là, ça va venir informer Jetpack Compose que cette fonction va émettre de l'UI. Donc elle ne renvoie rien, il n'y a pas de return dans cette fonction. C'est vraiment tout ce qu'on va venir déclarer dedans, ça va afficher quelque chose. Donc là-dedans, je viens déclarer un floating action button. Si vous connaissez Material, c'est ce que vous voyez à droite. Donc une petite icône cliquable. Et donc je viens déclarer mon bouton et à l'intérieur, je viens mettre mon icône. Je viens lui dire que son vecteur, donc son rendu, ça va être le minus, c'est le remove, pardon. Et je vais mettre un content description parce que du coup, pour des questions d'accessibilité, je renseigne ce que doit dire le lecteur d'écran pour les malvoyants. Donc ici, décrémente. Je mets ça dans une row. Une row, c'est quoi? C'est un composant de placement, c'est un layout. Donc en gros, tout ce que je vais mettre dans une row, ça va mettre les composants côte à côte sur l'axe des X. Et donc je vais pouvoir mettre mon second floating action button pour faire mon plus. Et donc pareil, je mets le content description parce que du coup, Jetpack Compose me le demande. Je n'ai pas le choix de le renseigner parce qu'on va le voir, Jetpack Compose est accessibility first. À chaque fois qu'il a besoin d'avoir quelque chose qui est lié à l'accessibilité, il va vous le demander. Très bien, on fait un peu de place parce qu'on va en avoir besoin. On va venir ajouter un texte entre les deux qui va pour l'instant être très fixe parce que je vais juste afficher count, mais qui va après afficher l'état de mon compteur dès que je l'aurai implémenté. Au niveau de ma row, je vais utiliser ce qu'on appelle des arrangements et des alignments. L'arrangement me permet de dire dans tout ce que tu contiens, tu vas mettre un espace entre ces différents composants. Donc là, ce que je viens de lui dire, c'est que je vais dire tu vas mettre des espaces de WIDP, qui est du coup l'unité de mesure pour le développement Android, mais je peux faire beaucoup d'autres choses. Je peux venir dire, tu vas prendre tout l'espace disponible et mettre les éléments, un espace entre les éléments de manière égaux, pas égaux, etc. Machin. Je peux avoir des trucs beaucoup plus complexes, mais ici, on va rester simple. Et au niveau alignement, je vais dire, sur l'axe vertical, tu vas centrer tous les éléments. Alors forcément, les boutons ne changent pas, parce que les boutons, ça fait la hauteur maximale de mon composant, mais mon texte il va du coup se centrer par rapport à mes deux autres boutons. Je vais mettre ça dans une box, qui est du coup un autre élément de placement, qui est en gros un layout qui me permet de superposer des composants. Et là, ce que je viens faire, c'est que je vais dire, tu vas prendre tout l'espace disponible avec le fill max size, et tu vas centrer ton composant. Donc du coup, forcément, là, vous voyez, il va prendre tout l'espace disponible au niveau de tout mon écran, et il va centrer mon composant au centre de mon écran. Et après, il y a ce concept de modifieur, du coup, que j'ai utilisé pour prendre tout l'espace. En gros, qu'est-ce que c'est un modifieur? On a deux catégories, deux concepts dans Jetpack Compose. On a les composants, avec les composants de rendu et les composants de placement. Donc, composants de rendu, par exemple, un texte ou une image. Composants de placement, une row ou une box. Et après, on a les modifieurs qui, eux, permettent de décorer nos composants, permettent de rajouter quelque chose. Par exemple, ici, prendre tout l'espace disponible. Je peux aussi venir ajouter un padding. Je peux aussi venir dire, je sais pas moi, la notion de clickable, etc., etc. Et enfin, j'implémente mon état. Donc là, ici, je viens créer une variable qui s'appelle counter, qui va être initialisée via un remember mutable state of 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que cette variable, elle sera mutable, donc je vais pouvoir la modifier. C'est ce que je fais dans mes callback on click de mes floating action buttons qui reçoivent l'information quand l'utilisateur clique sur mon bouton. Donc je fais un moins et un plus à ce niveau-là. Au niveau de mon compteur, je vais pouvoir l'afficher, utiliser directement la variable et le mettre dans mon texte. Et après, j'ai le remember qui lui permet de dire, entre deux, ce qu'on appelle recomposition, tu vas garder ta valeur précédente. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Simplement, quand Jetpack Compose détecte qu'il y a un changement d'état, il va venir recomposer les différents composants qui ont changé, qui sont impactés par cet état. Et donc, ça veut dire, simplement, il va redessiner ce qui est nécessaire de redessiner. Et donc, ce remember permet de dire, même si tu te redessines, cette valeur-là, tu la conserves. Très bien. Donc, je résume. On a, pour déclarer un composant, on utilise la notation addComposable. Je peux utiliser des composants de placement du type box, row, colonne aussi, qu'on n'a pas vu mais qu'on verra plus tard. Colonne qui permet simplement de faire ça sur l'axe des Y.
On a cette notion d'arrangement et d'alignement qui permet de placer correctement mes différents composants dans un layout. J'ai le concept de modifier qui permet de décorer mes différents composants. J'ai la notion d'état avec le remember mutable state of. J'ai beaucoup d'autres fonctions qui permettent de gérer des états, mais pour cette présentation, on va rester assez simple. Et enfin, Jetpack Compose et Accessibility First, comme je vous disais, il va nous demander à chaque fois qu'il a besoin d'accessibilité de renseigner une valeur pour ce genre de cas. Ça donne quoi côté iOS? Côté SwiftUI, j'ai ici ce qu'on appelle une structure qui va, alors je vais simplifier, je vais dire simplement hériter de view. Pour information, c'est plutôt ce qu'ils appellent du protocol implementation, juste un nom compliqué pour pas grand-chose. Et ils vont avoir ici une propriété qui s'appelle body, qui va émettre de certaines vues, donc le sum view que vous voyez. Très bien, je viens déclarer l'équivalent que j'ai côté Jetpack Compose dans mon SwiftUI. Donc j'ai ici un bouton qui dispose d'un label dans lequel je peux mettre ce que je veux. Moi, je décide de mettre une image. Donc je vais faire image system name minus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire qu'en gros, dans l'écosystème iOS, j'ai ce qu'on appelle des SF symboles, qui est en gros une grosse iconographie de toutes les icônes que vous pouvez utiliser dans tous les écosystèmes de Apple. Donc je peux utiliser la même icône pour iPad, pour macOS, etc. Donc je récupère la valeur de cette icône, qui est minus, et donc ça m'affiche le moins. Je mets ça dans une hashstack, qui est l'équivalent de ma row côté Jetpack Compose, et je vais déclarer mon second bouton qui va permettre d'incrémenter. J'affiche mon texte pour du coup afficher à terme la valeur de mon compteur. Et parce qu'ils n'ont pas réfléchi à pouvoir placer correctement mes différents composants, je suis obligé de jouer avec des paddings pour avoir quelque chose d'un peu près joli. Donc du coup, j'ai le visuel et j'ai plus qu'à implémenter l'état avec une nouvelle propriété qui sera annotée par un addState, que vous voyez qui est initialisé à 0, et qui après je vais utiliser dans mes différents callbacks de mes boutons pour faire -1, +1, et l'utiliser dans mon texte pour du coup afficher la valeur. Donc pour résumer, si je veux déclarer un composant en SwiftUI, je dois utiliser le protocol implementation. J'ai des composants de placement aussi avec le zstack, hstack, vstack, qui sont les stricts équivalents du coup côté box, row et colonne de Jetpack Compose. J'ai pas de notion de décoration comme j'avais avec Jetpack Compose avec les modifiers. Ça, c'est quelque chose qui est automatique quand je viens hériter de ma view. Donc, j'ai pas de cette notion-là à gérer côté SwiftUI. Et enfin, cette notion d'état, je peux l'avoir avec la notation addState. Très bien. Du coup, j'ai un petit hit de SwiftUI sur... je ne sais plus quoi, c'est pas très grave, vous l'avez vu normalement. Puis après j'ai un hit arrangement et un hit alignment sur Jetpack Compose parce que c'est vraiment super pratique d'utiliser ce genre de feature pour venir placer correctement les différents éléments. Et après j'ai un petit hit less code parce qu'effectivement côté Jetpack Compose j'ai dû shrink un peu mon code source, chose qui n'a pas été nécessaire côté Jetpack Compose, j'ai pu tout faire tenir dans une seule slide. Mais c'est l'entrée en matière et si vous le souhaitez, je vous laisse votez pour celui qui vous a le plus convaincu. Ça me permet, moi... Pas d'inquiétude, il n'y a pas de... Je ne compte pas les votes. Vous pouvez voter sur SwiftUI si vous le souhaitez. Tac, je laisse encore 2 petites secondes. Et puis j'enchaîne. Très bien. On va voir comment fonctionne le packaging. Comment est-ce que je fais pour utiliser Jetpack Compose et SwiftUI dans mes projets. Donc, côté SwiftUI, je le disais, c'est quelque chose. Le SwiftUI est packagé dans l'OS. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, théoriquement, comme c'est embarqué dans l'OS, ça veut dire que les binaires sont dans le système d'exploitation. Ça veut dire que c'est quelque chose que je n'ai pas besoin de venir charger en mémoire quand je lance mon application pour venir charger SwiftUI, etc. C'est quelque chose qui est directement disponible. Et donc, du coup, les performances, sauf si vous faites un peu n'importe quoi dans vos composants, devraient être performants. Par contre, ça veut dire que toutes les nouvelles fonctionnalités, elles sont très fortement liées à une version de iOS. Ça veut dire que là, il me semble qu'on a la version 17 de iOS. Donc, si vous voulez avoir la nouvelle fonctionnalité cool de SwiftUI qui est disponible que dans iOS 17, vous devez mettre la version minimale compatible de votre application avec la version 17.
Ça n'arrive jamais, hein. Je ne sais pas si vous faites de l'iOS, mais en général, on est plutôt sur de la compatibilité de plusieurs versions. Là, ici, c'est un graphe qui vient de StatCounter qui montre un peu les différentes versions en cours de production. Alors, ça date de exactement la même période de l'année dernière, mais l'idée, c'est toujours à peu près la même chose. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a la nouvelle version, qui est ici la version 17, qui est majoritaire dans la production, mais on a toujours la version précédente, donc aujourd'hui la version 16, et encore un petit peu la version d'encore avant. Et après, on a aussi cette autre qui est hyper volumineux quand même, qui sont toutes les autres versions. Alors, si vous allez regarder sur le site d'Apple, il vous dit « Ouais, nous, on est à 80% sur la dernière version, etc. » Vous ne faites pas avoir non plus. Tout dépend de comment on calcule ce genre de choses. Donc, j'ai préféré avoir une source qui était un peu externe à ce que pourrait proposer Apple, hein, histoire qu'on soit un peu plus objectif qu'il pourrait l'être. Très bien. SwiftUI, c'est disponible depuis la version 13 de iOS en version expérimentale. Donc là, Apple disait, faites pas les cons, mettez pas ça en production, c'est pas encore hyper stable. La version stable est arrivée avec la version 14. Là, c'est plutôt la communauté qui disait, faites pas les cons, mettez pas ça en prod, c'est pas encore super stable, même si officiellement c'est considéré comme stable. Donc ça veut dire que la première version qui est stable réellement, c'est sans doute la version 15, mais ça veut dire aussi que généralement, en fait, les projets, ils ont encore des devices sur cette version dans leur production, et donc c'est cette version-là qui est configurée comme version minimale dans leur projet. Ça veut dire qu'ils ont 2 années de retard sur toutes les nouveautés de SwiftUI. Côté Jetpack Compose, comment ça se passe? Côté Jetpack Compose, c'est une librairie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a des nouvelles fonctionnalités, j'y ai directement accès, et j'y ai accès à partir jusqu'à la version de l'API 21. L'API 21, elle date de 2014. Ce qui fait, grosso modo, un peu toutes les versions qu'on peut avoir en production. Là, ici, c'est encore un plus vieux schéma, mais ce n'est pas très grave. On le sait, dans l'écosystème Android, il y a énormément de fragmentation des versions. Mais du coup, pour Jetpack Compose, ce n'est pas un problème, puisqu'on est sur l'API 21. Donc, vous le voyez, c'est la rouge, la rouge, le Lollipop. Alors là, on est à 98,8%, mais on est plutôt proche des 99% aujourd'hui. Oui, je suis belge, j'ai oublié de vous le dire. Mais donc, du coup, ça veut dire qu'on couvre vraiment la totalité, généralement, de notre parc. Très bien. Et du coup, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que, comme c'est, par contre, dans une librairie, ça veut dire que quand je lance mon application, je dois charger cette librairie. Donc, en théorie, au niveau de performance, je suis moins bon que XML, qui est de SwiftUI, et potentiellement de XML, qui est du coup le moyen officiel aujourd'hui encore de concevoir des interfaces graphiques. Et donc forcément, Google, ils ne vont pas se comparer vraiment à SwiftUI, hein, quand ils font des tests de performance, ils vont se comparer avec ce qui existe aujourd'hui pour concevoir des interfaces graphiques, donc à savoir XML. Sauf que ce que Google vous dit, c'est si vous packagez votre application en mode release, ils vont faire énormément d'optimisation à la fois dans le packaging et déjà aussi même dans les versions du système, alors là plutôt les récentes, pour que justement on ait quelque chose qui soit quasiment aussi performant que le XML. Et en fait, c'est plutôt vrai, les quelques problèmes de performance que vous pouvez avoir, c'est quelque chose qui généralement n'est pas visible à l'œil nu presque. Donc c'est plutôt OK. Donc je sais pas pour vous, mais moi le fait que je puisse utiliser toutes les nouvelles fonctionnalités juste en mettant à jour Jetpack Compose, pour moi, SwiftUI se prend un gros Hayoken dans sa face et du coup il a pris cher. Très bien. Je vous laisse voter encore une fois. Moi ça va me permettre de re-voter et en toute objectivité, je vous laisse prendre le QR code que vous souhaitez. Ok. On avance. Les previews. Les previews, qu'est-ce que c'est? C'est un mécanisme qui est disponible pour les 2 plateformes, qui permet directement dans votre environnement de travail de prévisualiser ce que vous faites en termes de composants. Côté iOS, j'ai ici une nouvelle structure qui ne va pas non plus, qui va plus hériter de View, mais qui va hériter de Preview Provider, qui va du coup afficher l'écran que vous voyez à droite. Et dedans, avec une nouvelle propriété qui va émettre aussi des views et qui va être ce que je veux mettre comme preview dedans. Donc ici, ça va être mon counter.
Dedans, au niveau du WYSIWYG, qu'est-ce que j'ai? J'ai un bouton qui me sert de pin une preview, parce que je peux avoir plusieurs previews. Globalement, ça ne sert pas à grand-chose, hein. Je peux aussi nommer mes previews, pareil, ça ne sert pas à grand-chose. Plus intéressant, par défaut, je suis en mode live. Ça veut dire que quand je vois ma preview à droite, je peux interagir avec. Je peux venir tester mon compteur et voir mon plus, mon moins, etc. Ça, c'est plutôt cool. Et j'ai aussi le mode sélectionnable qui me permet de, quand je clique sur un élément de mon composant dans ma preview, aller directement sur le code source qui est associé. Donc, ça va directement pouvoir interagir avec ce que je veux modifier. Voilà. J'ai tout un tas de variantes qu'on va voir juste après. J'ai une combinaison de variantes que je peux venir faire en une seule preview, pareil qu'on va voir juste après. Et enfin, je peux run ma preview, je peux exécuter ma preview sur un téléphone physique que j'aurai sur moi. Pour du coup, ouais. Hop. Donc là, ça donne ça pour mon compteur. Très bien. Pour la partie variante, je peux du coup avoir je peux prévisualiser directement plusieurs variantes de mon composant. Donc là, ici, j'ai le mode light et le mode dark. Je peux aussi avoir toutes les orientations possibles, donc paysage des deux côtés et portrait. Et enfin, le mode dynamique qui me permet d'avoir un zoom sur toutes les notions d'accessibilité, donc un zoom fois -2, fois -3, mais fois 2, fois 3 aussi, etc. Histoire que je puisse tester l'accessibilité de mon composant. Et après, je peux faire cette combinaison de ces trois concepts-là dans une seule preview, si je le souhaite. Petite parenthèse qui va avoir son importance quand on va voir l'équivalent côté Jetpack Compose. Ici, j'ai un composant qui s'appelle Speaker Avatar View, qui va utiliser un composant que moi j'ai développé qui s'appelle Async Image View, mais qui va en gros faire, à partir d'une URL, récupérer le buffer associé et faire le rendu dans une image. Et quand je fais une preview de ce composant-là, vous voyez, j'ai mon avatar qui s'affiche. Retenez ça, on va voir ça juste après. Donc du coup, pour les previews en iOS, dans l'écosystème iOS, j'ai un WYSIWYG qui me permet de customiser ma preview, qui fait le café, on va dire. Je peux exécuter mes previews soit sur un simulateur, soit sur un réel téléphone. Je peux aussi, on l'a pas vu, mais customiser Hascode mes previews. En fait, pour la petite anecdote, quand j'ai commencé à préparer cette présentation, j'étais sur Xcode 13 et quand je faisais des modifications dans ma preview, ça impactait directement le code source qui était associé. Et donc je voyais que quand je mettais un zoom x2, en fait, j'avais du code associé dans ma preview. Et quand j'ai dû faire la présentation pour la première fois, il y a eu une mise à jour de Xcode 14 qui retirait complètement tout ça. J'étais super joie parce que du coup j'ai dû refaire toute cette partie de mes slides. Et en fait ça fonctionne toujours, mais c'est plus encouragé par Apple de pouvoir avoir le Hascode. Ce qui est dommage parce qu'en fait le fait de pouvoir l'avoir Hascode permet aussi de partager cette configuration de preview avec d'autres personnes de mon équipe. Et donc du coup en fait pouvoir tester sur le même type de device ou les mêmes previews tout simplement. Et je ne suis pas forcément que limité à du UI. Alors il y a forcément pas mal de limitations dans ce que vous pouvez preview. Vous ne pouvez pas faire dans une preview l'entièreté de votre application, mais on peut faire de l'UI et un peu plus, hein, quelques requêtes asynchrones, etc., qui ne sont pas trop gourmands pour Xcode. Côté Jetpack Compose, c'est beaucoup plus simple en termes de WYSIWYG, parce que vous voyez à droite, là ici, j'ai ma preview avec deux boutons. Un bouton qui permet de rentrer en mode live, donc par défaut, je suis en mode sélectionnable, et run sur un device ou sur un émulateur. C'est pas grand-chose. De l'autre côté, côté code, par contre, vous voyez, j'ai un add composable pour dire cette fonction va émettre de la view, et j'ai un add preview qui permet d'informer que cette fonction va être utilisée pour faire une preview dans Android Studio. Et si je regarde un peu plus en détail cette preview, j'ai tout un tas de paramètres. J'ai le fait de pouvoir donner un nom à ma preview, de pouvoir grouper un ensemble de previews. Je peux venir dire la largeur, la hauteur que je veux pour ma preview, ok. La locale, dire en fait là je vais tester en FRFR ou en je sais pas moi EN-US ou en ZH-CN pour la Chine, peu importe. Et donc automatiquement, si j'ai des traductions dans mon composant, ça va s'adapter avec ce paramètre-là. J'ai un font scale qui permet de dire là je veux zoomer en x1, x2, x3, etc.
Puis après, j'ai des paramètres un peu plus intéressants. J'ai le Show System UI qui permet d'afficher ou non tous le system bar d'un téléphone et la navigation bar en bas de mon téléphone, d'afficher un background parce que, en fait, c'est pas super lisible quand j'ai ici un texte noir sur un IDE qui est en dark mode. Donc je peux venir dire, montre-moi un background et mets la background color à 0 par défaut, c'est blanc. Et après, j'ai l'UI mode qui permet de dire, mets-moi en mode dark ou en mode light, et un device qui permet d'afficher la preview dans une configuration de device. J'en ai beaucoup, je ne les ai pas tous mis ici, mais en gros, il y a toutes les configurations des pixels de chez Google, des Wear OS, des téléphones, des voitures, etc. Machin. Et après, des devices types de référence pour le téléphone, pour les foldables, pour les tablettes et pour les desktops. Et je peux venir créer ma propre configuration de device si j'ai vraiment quelque chose d'ultra spécifique, qui n'est spécifique qu'à mon projet, qu'à ma production. Donc du coup, allons-y, configurons notre preview. Je veux du coup déjà afficher un background, donc je vais afficher ici, automatiquement il va prendre la valeur par défaut du background color qui est à blanc. Je vais afficher le système UI, donc il m'affiche ça directement dans une preview qui semble déjà être un téléphone. Je vais lui dire, en fait, tu vas prendre la configuration d'un Pixel XL, qui va faire un peu gros. Alors, c'est un vieux téléphone, mais c'est pas très grave. Je vais lui donner un nom, OK. Je vais lui dire, tu vas faire un font scale x2 pour que je puisse tester l'accessibilité de ce composant. Et tu vas mettre en dark mode. Et là, petit couac, c'est-à-dire que moi, je m'attendais à ce que le background bascule en noir, que mon texte bascule en blanc, etc. Machin. En fait, les previews, elles sont hyper statiques. Elles ne connaissent pas le thème de votre application, etc. Donc, je ne vous l'ai pas dit, mais là, dans mon composant, j'ai un SwiftUI VS Compose Theme qui, lui, va venir injecter mes différentes couleurs, mais qui ne communique pas avec la preview. Et donc, pour pouvoir avoir quelque chose qui soit vraiment bien intégré, je vais utiliser ce qu'on appelle un scaffold. Un scaffold, c'est quoi? C'est un composant structurant dans Material qui permet de dire, OK, là, je vais déclarer la top app bar de mon application, la bottom bar, le contenu, etc. OK, mais surtout les couleurs de mon thème. Et donc, en fait, vous voyez, dans le container color et le content color, va utiliser les couleurs de Material Theme avec le Material Theme.colorscheme. quelque chose. Donc en faisant ça, j'ai bien le rendu que je souhaite. Alors j'ai toujours en fait le background color de blanc derrière tout ça, mais le scaffold vient venir mettre une surcouche par-dessus pour que je puisse afficher les bonnes couleurs de mon composant. Je peux aussi venir créer mes propres annotations. Et ça, c'est vraiment super cool, parce que ici, je crée une annotation Device Preview. J'ai 3 annotations de preview, une pour un téléphone, une pour une tablette et une pour un desktop. Et après, cette annotation custom, je peux venir l'annoter sur ma fonction et avoir ce rendu-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je sais et si je maîtrise assez bien soit les téléphones que j'ai en production, soit les devices de test que j'ai à disposition, je peux en venir créer la configuration au niveau des previews et toujours pouvoir tester ça dans des conditions à peu près réelles. On s'entend bien. Retour sur la parenthèse côté SwiftUI, le speaker avatar. Côté Jetpack Compose, on a ça. On a une image qui va avoir un paramètre qui s'appelle Painter et qui va prendre un objet Painter en paramètre. Là, j'utilise une autre librairie qui s'appelle Coil, qui permet de faire une requête HTTP et faire le rendu dans une image standard de Jetpack Compose avec le Remember Async Image Painter. Je lui donne l'URL et j'ai pas de preview. Pourquoi j'ai pas de preview? Parce que Jetpack Compose ne peut faire des previews que de l'UI et strictement que de l'UI. Donc ça veut dire que si vous avez quelque chose d'autre qui fait la moindre chose autre que de l'UI, il va péter la preview. Et c'est problématique parce qu'en fait, si mon speaker avatar est utilisé par un autre composant dans lequel j'ai aussi une preview, lui aussi sera pété parce que mon speaker avatar, il ne sait pas comment l'afficher. Donc ça, c'est emmerdant. Il y a des solutions. On a ce qu'on appelle un Local Inspection Mode. Alors la locale, si vous êtes de l'écosystème React, il me semble, c'est l'équivalent des hooks. En gros, c'est une valeur qui est initialisée au début de votre arbre de composants et qui, sans passer par les paramètres de votre arbre de composants, dispose d'une valeur que vous pouvez récupérer n'importe où. Et donc ici, j'ai mon Local Inspection Mode .current, qui est un booléen qui permet de savoir si je suis en mode preview ou pas.
Et donc, une implémentation possible, c'est quoi? C'est de faire une implémentation que pour ma preview. Ce qui n'est pas terrible, hein. Ça veut dire que j'ai du code du code mort pour ma production et qui est utilisé que pour moi en tant que développeur. Ça, par contre, cette notion de local inspection mode, l'écosystème de Jetpack Compose l'a bien compris. Et donc aujourd'hui, c'est généralement directement embarqué dans les librairies qui sont intégrées dans des arbres, dans des composants Jetpack Compose et qui du coup proposent des paramètres qui va utiliser en interne le local inspection mode. Donc là ici, si je spécifie le placeholder qui prend en paramètre un painter, donc là ici j'ai utilisé un color painter, mais je peux utiliser tout ce que je veux, je peux utiliser une image aussi, etc. Et donc je lui ai dit, ok, tant que tu n'as pas été récupérer l'image et fait le rendu, etc., tu vas afficher cette couleur le temps de. Et en mode preview, tu vas l'afficher parce que tu ne peux pas faire la requête HTTP qu'il y a derrière. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est utilisé pour moi, pour mes previews, mais c'est aussi utilisé pour la production. Parce qu'en production, il va aussi afficher cette couleur-là tant que je n'ai pas de rendu, tant que je n'ai pas l'image que je veux afficher dans mon image. Très bien. Donc si je résume, je peux configurer des previews avec la notation add_preview. Je suis complètement customisable, beaucoup plus que ce qu'on pouvait trouver avec SwiftUI. Je peux venir créer, si j'ai un device ultra spécifique, je peux venir reproduire ce device ultra spécifique dans mes previews. Et ça, c'est vraiment très cool. Je peux avoir des custom previews qui correspondent du coup à l'ensemble des devices sur lesquels je vais tester usuellement. Par contre, je suis limité à faire strictement de l'UI dans mes previews. Et si je veux aller un peu plus loin, je suis obligé d'utiliser le local inspection mode pour aller du coup pour retirer cette partie-là de ma preview. Donc j'ai un petit hit quand même multi-preview et un petit hit customizable par rapport à SwiftUI, mais le côté WYSIWYG et le côté pas être limité par de l'UI est quand même vachement plaisant. Parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête constamment quand on fait du Jetpack Compose, de se dire là je dois faire que des composants qui font que de l'UI, sinon en fait je vais casser ma chaîne de preview. Très bien. Toujours pareil, je vous laisse voter. En toute... Alors je sais, hein, ça ne coupe pas, ça ne permet pas de pas flasher. Nos téléphones sont assez intelligents pour détecter que quand ça tourne, ça fonctionne bien. Très bien. On va voir un peu la bottom bar navigation. La bottom bar navigation. Alors, on va voir un peu la navigation. On va justement pas voir un peu la navigation parce que la navigation, comparée à la navigation de Jetpack Compose et de SwiftUI, mériterait très certainement un talk à part entière tellement il y a de différences. Et tellement c'est vraiment différent à tous les niveaux. Donc on va se focus uniquement sur l'implémentation d'une bottom bar navigation pour du coup naviguer entre différents écrans de votre application. Côté SwiftUI, j'ai ici un tab screen. Je vais venir déclarer un tab view. Donc j'ai le visuel en bas de mon écran. J'ai encore rien dedans parce que j'ai pas encore mis d'icône cliquable dedans. Donc je mets ici mon counter, qui est du coup mon écran sur lequel je veux pouvoir rentrer via une icône. Et donc je le décore avec un tab item et un label. Donc vous voyez dans le visuel, c'est simplement l'icône affichée au-dessus et le texte affiché en dessous. Juste si vous vous posez la question, pourquoi est-ce que j'ai pas Screen Agenda qui est affiché au niveau de mon visuel, c'est simplement parce que SwiftUI va d'abord regarder si la chaîne de caractères est disponible dans les fichiers de localisation du projet. Et si oui, il va utiliser une traduction et sinon, il va l'afficher tout simplement. Donc là, la key Screen Agenda existe et donc j'ai une traduction pour le français qui s'appelle Agenda. Très bien. Je fais exactement la même chose pour tous les écrans que je veux avoir. Donc là, c'est toujours le même, mais j'aurais pu avoir des écrans qui sont bien sûr très différents. J'ai des tab items par contre qui sont très différents, eux pour le coup, parce que je veux avoir des icônes différentes pour chacun de mes écrans. Et c'est tout. Je vous avoue que la première fois que j'ai implémenté les tab items avec iOS, enfin avec SwiftUI, j'étais en mode OK, parce que je sais comment c'est fait côté Jetpack Compose, et c'est pas le même délire. Donc du coup, c'est genre super simple parce qu'il n'y a vraiment pas de piège, il n'y a vraiment que ça à développer. Et ça gère pour moi le côté sélectionné, pas sélectionné, la navigation entre les différentes icônes, etc. etc. Ça match
l'UI par défaut de Apple. C'est-à-dire que ce que vous avez vu juste avant, vous aurez pu le voir dans une application de chez Apple parce que en fait, ça automatiquement tout match avec l'Apple Design System. Par contre, si vous voulez customiser ce truc-là, Apple, ça, ils n'aiment pas trop. Pour la petite anecdote, à Decathlon, on a un design system qui s'appelle Vitamine. La bottom bar navigation, sa customisation par rapport à notre design system, on l'a fait genre en une après-midi. Je dirais pas que iOS ils y sont encore, mais en tout cas ils n'ont pas réussi à tout faire parce qu'en fait juste Apple ne permet pas de customiser tout ce qu'il faut dans ces différents composants parce qu'ils veulent pas en fait avoir trop de customisation possible, etc. Et donc on est obligé de rentrer dans des implémentations hyper obscures ou simplement refaire complètement le composant et donc là avoir beaucoup plus de difficultés qu'on peut avoir avec Jetpack Compose. Ok. Côté Jetpack Compose, on a ici un nouveau composant, le Bottom Navigation Screen. On va avoir notre scaffold qui me permet de déclarer une bottom bar, et dedans, je vais avoir la navigation bar, donc j'ai le visuel en bas, tout pareil que SwiftUI. J'aurais aimé m'arrêter là, mais malheureusement, je ne peux pas. Dedans, dans cette navigation bar, je vais déclarer ma première icône avec mon navigation bar item, et dedans, j'ai plusieurs paramètres. Un paramètre selected, qui permet de savoir si l'icône est sélectionnée ou pas. Une icône, donc là ici j'ai l'icône calendar today avec aucun content description parce que je sais que j'ai un label et que d'un point de vue accessibilité, le label va donner l'information que c'est agenda que je veux ouvrir pour cette icône-là. La code ball donne click pour être tenu informé quand l'utilisateur va cliquer dessus. Du coup, mon label. Et le fait de si je veux afficher ou pas toujours mon label, donc en gros, ça veut simplement dire, ici à false, ça veut simplement dire que si il n'est pas sélectionné, il ne va pas afficher le label, et s'il est sélectionné, il va afficher le label. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est moi qui vais devoir gérer le fait qu'il soit sélectionné ou pas. C'est moi qui vais devoir gérer la navigation entre les différentes icônes, et je vais devoir répéter ça X fois, parce que j'ai X icônes dans mon écran. Ok. Donc pour gérer la navigation, Jetpack Compose, il ne sait pas faire. Jetpack Compose, il sait faire que de l'UI. Et donc Google, on fournit tout un écosystème autour, notamment ici Navigation Compose, qui permet de faire de la navigation entre différents composants. Donc les composants, on l'a vu au début, on peut faire des petits composants, mais on peut faire aussi des beaucoup plus grands composants à l'échelle d'un écran. Donc c'est ce qu'on va faire ici. On va avoir, alors comment elle fonctionne? On va avoir un navhost qui va accueillir tous mes composants au niveau écran. Je vais pouvoir les déclarer à ce niveau-là. Il va aussi avoir connaissance du nav controller qui me permet de pouvoir naviguer dans ces différents écrans. Et donc forcément, mes composables au niveau écran vont pouvoir utiliser ce nav controller pour naviguer dans le nav graph, qui est en gros tout le graphe de navigation, qui est ce que moi j'ai déclaré. Et potentiellement, je peux même m'interconnecter avec d'autres graphes de navigation et les merger dans un seul graphe de navigation, etc. Très bien. Du coup, comment est-ce qu'on fait ça? Dans le contenu de mon scaffold, je vais avoir un nav host avec deux paramètres, le nav controller et la start destination qui sera l'écran à afficher par défaut. Donc là, ici, après, j'ai 3 écrans avec 3 routes différents, agenda, speaker et info. Alors j'aurais pu mettre le counter, mais là, j'ai mis simplement un texte, peu importe. Donc j'ai texte agenda pour l'écran d'agenda et même chose pour speaker et pour info. Par contre, forcément, pour l'instant, j'ai qu'une seule icône qui va vers l'agenda et je n'ai pas encore les autres qui me permettent d'afficher les autres routes, les autres écrans. Très bien, on va voir comment faire ça, comment on gère la navigation. Dans mon navigation bar item, j'ai ma callback on click et donc je vais utiliser mon nav controller pour faire un point navigate agenda. J'aurais aimé m'arrêter là, sauf qu'il y a plein de choses en fait derrière la navigation dans Android. Je ne vais pas rentrer spécialement dans les détails, je vais juste vous expliquer ce que ça va faire, ce que je veux que ça fasse. En gros, je veux que quand je suis sur Agenda et que je clique sur Speaker, je fais back, ça revient d'abord sur Agenda et après je peux quitter l'application. Ou si je fais Speaker et Info, quand je fais back, ça repasse pas par Speaker, mais ça revient directement sur Agenda et après je peux quitter l'application. Et donc du coup, j'ai tout un système de stack d'écran que je gère via ces différents paramètres qui sont dans ma callback de Navigate. Ok, c'est pas super simple, je vous l'avoue, je vous l'accorde. Et je fais la même chose pour mes différentes icônes. Pour être honnête, quand j'ai fait ces slides et que j'ai fait cette partie-là de la présentation, j'étais en train de me dire, mais comment est-ce que je vais faire pour que en fait, juste SwiftUI ne tue pas là directement mon Jetpack Compose avec une méga attaque. Et puis, j'ai quand même trouvé des solutions.
parce que c'est mon poulain et je fais ce que je veux dans cette présentation. Alors, Jetpack Compose, c'est du Kotlin, et je peux utiliser toute la puissance du langage Kotlin pour venir refactorer énormément de choses. Je vais refactorer deux choses ici. Je vais créer d'abord ce qu'on appelle une extension de fonction. Donc là, ce que je viens faire, c'est que je viens dire, sur le nav controller, tu vas rajouter une fonction qui s'appellera ici bottom bar navigate, qui va prendre la route et qui va faire tout le code qui est un peu complexe, mais qui est en fait exactement le même d'une icône à l'autre. Et donc du coup, j'aurai simplement à faire .bottom bar navigate, la route, et ce sera bon. Et je vais aussi créer ma propre icône avec ici bottom navigation item qui va utiliser le navigation bar item, mais qui va simplifier énormément l'entrée, les données que je donne à mes icônes. Donc là, j'ai juste un label, une icône, une route, le nav controller, et c'est tout. Je n'ai pas à venir déclarer mon icône, etc. Tous ces trucs-là. À gérer la navigation, le texte, ouais, tout ça. Dernière chose qu'il me faut gérer, c'est le fait d'être sélectionné ou pas. Pareil, c'est pas super simple à comprendre, mais globalement, qu'est-ce que ça fait? La première ligne, le current backstack entry has state, permet d'être notifié quand il y a des changements dans la stack des écrans qui sont ouverts ou fermés. Et donc, en fait, après, je viens récupérer le dernier écran, et je viens récupérer, du coup, sa destination. Et sur cette destination, je vais récupérer à quoi correspond sa route, pour savoir, du coup, si l'icône que je suis en train de composer au niveau selected est bien celui que je suis en train qui est celui qui est bien sélectionné. Donc, c'est ce que fait mon screen égal route. Donc, si l'icône est sélectionnée, automatiquement, il va se rendre sélectionnable. Enfin, être notifié qu'il est sélectionné, pardon. Et donc, du coup, l'implémentation est quand même beaucoup plus simple au niveau de mes différentes icônes. J'ai juste à fournir maintenant 4 informations. Pardon. OK, donc si je résume, si je fais du Jetpack Compose, j'ai besoin de moi-même me préoccuper de la navigation. J'ai besoin en fait aussi de me préoccuper si une icône est sélectionnée ou pas. J'ai besoin de beaucoup plus quand même de code comparé à SwiftUI. Vous vous rappelez, hein, c'est juste un tab item à renseigner et puis c'était tout, il n'y avait rien de plus. Donc clairement, on a besoin de beaucoup moins de code. Beaucoup plus de code, pardon. Par contre, la customisation, elle est ultra simple. On voit que ça a été pensé pour, en fait, que c'est pensé pour être customisé. Et donc là, l'exemple que je vous donnais pour Vitamine, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. C'est vraiment en une après-midi, c'était plié et puis c'était tout, quoi. Et pour petite pirouette, on a quand même les moyens de refactorer pour avoir quelque chose qui soit un peu plus utilisable. OK. Donc on a un gros hit less code de la part de SwiftUI. On a un miss sur la navigation parce que clairement c'est pas un plus. Par contre on a un bon hit sur la customisation par rapport à SwiftUI. Et ouais, hein, le easy to use côté SwiftUI là il fait aussi extrêmement mal. On a un petit hit refactoring parce que bon, je veux quand même gagner des points. Très bien. Et j'ai plus d'eau en fait, c'est pas grave. Je vous laisse voter. Pour celui que vous voulez. C'est toujours marrant à ce moment-là parce que je vous vois toujours faire comme ça. Et malheureusement, il est parti. Du coup, on va continuer. Très bien. Et on va terminer par une dernière partie qui est comment est-ce que je fais pour respecter le design system de ma plateforme. Comment est-ce que je fais pour du coup faire du Material Design d'un côté et du Apple Design de l'autre. Côté Jetpack Compose, en fait Jetpack Compose UI, comme on l'appelle, n'est pas spécifique à Material. On peut faire n'importe quel design system par-dessus Jetpack Compose sans avoir les codes de Material Design. Et pour ça, il y a des artefacts, un Material 2 et un Material 3, qui, eux, respectent à la lettre la spécification design de Material. Donc il suffit juste de les utiliser et vous aurez une application qui sera Material Design Compliant. Par contre, vous avez besoin de customiser tout le thème et qui nécessite beaucoup plus de code que Apple du coup, parce que là où Apple va simplement, quand vous déclarez un composant, va d'office prendre les codes de Apple qui sont partout les mêmes, que ce soit sur iOS, iPadOS, etc.
Là où du coup, vous voulez customiser avec votre propre couleur, etc., votre propre typographie potentiellement, vos différentes shapes, peu importe. Donc vous allez pouvoir effectivement customiser beaucoup plus de choses, mais vous devez d'office le faire dans votre application. Et donc ça prend un peu de temps au démarrage. C'est partiellement fixé avec Material 3 qui propose des couleurs dynamiques. Alors si vous n'avez pas d'Android et pas d'Android récent, alors récent maintenant ça fait 3-4 ans maintenant peut-être que Material 3 est dans les téléphones, mais en gros il va prendre la couleur dominante de votre background et il va t'aimer toutes les applications qui utilisent Material 3 et les couleurs dynamiques de Material 3 pour tous les aspects de votre application. Donc en fait automatiquement vous pouvez avoir un thème qui respecte toutes les questions d'accessibilité, etc. et qui est normalement assez joli parce que en fait, si vous allez après sur Gmail ou sur Drive, etc., vous allez avoir les mêmes couleurs que dans votre application. Et tout ce que je dis là, donc ici pour la partie respect de la plateforme, du design system de la plateforme, mais aussi même de la navigation et avant la preview et avant du counter, peu importe, tout ça, ce sont des décisions de design qui sont complètement assumées par Google. Pour satisfaire alors notamment le côté multiplateforme, mais aussi parce qu'ils sont convaincus que sur le long terme, la maintenance du projet sera meilleure si on a vraiment, si chaque chose fait ce qu'il doit faire et si tout est bien customisable. Et donc du coup, c'est complètement assumé par Google. Donc là, c'est Jim Sproch, c'est un des fondateurs de Jetpack Compose chez Google, qui réagit énormément sur les réseaux si vous voulez un peu discuter sur Jetpack Compose. Et qui du coup m'expliquait justement ce respect, enfin cette décision qui est complètement assumée chez les ingénieurs de chez Google. Et donc du coup, je vous disais, c'est multiplateforme et aujourd'hui, c'est compatible pour desktop, web et même iOS. Donc vous pouvez faire du Jetpack Compose sur iOS. Et donc pour pouvoir adresser toute cette plateforme, on ne peut pas faire comme iOS et dire moi j'ai qu'un seul design possible qui est l'écosystème Apple et puis pas ça. Non, je suis obligé de pouvoir rendre la chose customisable parce que je ne veux pas forcément le même rendu sur desktop, sur le web, sur le mobile, sur les machins, etc. Encore moins sur iOS du coup quand je fais du développement iOS avec Jetpack Compose. Côté SwiftUI du coup, les composants sont généralement assez simples à utiliser et par défaut respectent le design system de Apple. Et il faut vraiment le vouloir pour écrire quelque chose qui ne correspond pas à l'écosystème Apple. Moi, j'y suis parvenu, parce que je suis vraiment une quiche complet en design, mais généralement, si vous utilisez tous les composants un peu natifs, etc., vous devrez bien vous en sortir. Et comme je vous disais, c'est compatible automatiquement avec tout l'écosystème d'Apple, donc ça c'est vraiment cool. Je connais personne qui fait que des applications pour Apple, mais au moins en tout cas, si vous voulez rendre votre application compatible avec iPadOS ou avec le Wear OS, etc., ça sera assez simple. Et donc forcément, ça ne permet pas d'être externe. Il y a des projets qui sont un peu en mode hacking qui permettent de le faire, mais c'est clairement pas voulu et c'est même pas dans la philosophie même de la techno d'être sur d'autres plateformes parce que ça va vraiment respecter que les codes de chez Apple. Donc du coup, on a un petit hit sur la customisation d'un côté et un petit hit sur le fait de ne pas pouvoir faire de mauvaises interfaces graphiques des deux côtés. Et là, il n'y a pas de QR code. Parce que du coup, ils sont tous les deux à terre et on va voir comment est-ce qu'on peut les départager. Je vous ai expliqué depuis le début, on a d'un côté Jetpack Compose, d'un autre côté, on a SwiftUI, on a toutes les briques logicielles qui vont après, d'architecture qui vont derrière, etc. Bien sûr, il n'y a pas que ces deux technos-là quand vous développez une application mobile. Et en vrai, est-ce qu'on ne pourrait pas casser ça? Est-ce qu'on ne pourrait pas se dire en fait, dans l'écosystème Kotlin, on a ce qu'on appelle le Kotlin Multiplatform Project, qui permet de faire de la business logic qui est partagée entre Android et iOS, avec du code spécifique iOS d'un côté et du code spécifique Android de l'autre si on le souhaite, qui va venir interagir avec les différents frameworks de iOS et de Android, de façon native, c'est-à-dire qu'en gros, il n'y aura pas de perte de performance. Le code Kotlin qui est compilé, il est directement compilé pour la machine target, donc que ce soit Android ou iOS, etc. Et du coup, est-ce qu'on ne garderait pas juste SwiftUI pour iOS parce qu'il sait très bien faire de l'iOS et Jetpack Compose pour Android parce qu'il sait effectivement très bien faire de l'Android? Est-ce que du coup,
la fin de cette présentation, est-ce que ce ne serait pas juste utiliser la techno qui vous va bien en fonction de votre projet et de ce que vous voulez avoir comme expérience pour vos utilisateurs. Merci beaucoup. Quelques références pour cette presse. Alors, à la base, j'avais écrit un article de blog qui est le premier lien que vous pourrez retrouver sur le net, tout ça, machin. Même si vous avez mon nom, vous le trouverez dans les premiers liens en général, qui explique tout ce que je vous ai expliqué là, mais avec un peu plus de détails aussi. Il y a aussi d'autres personnes qui ont fait cette confrontation SwiftUI et Jetpack Compose. Moi, j'aime bien le deuxième de Michael Long, qui est un développeur iOS qui, lui, a le résultat final que en fait, c'est Jetpack Compose qui gagne. Donc je l'aime bien. Il y a d'autres articles, hein, bien sûr. Et enfin, il y a un dernier lien qui est Conference for All, un projet GitHub à moi, parce que je suis aussi GDG de Lille, et donc j'organise le DevFest de Lille. Et notre application de conférence, c'est une application qui est justement sur l'architecture que je vous ai présentée tout à la fin. Donc du KMM avec la business logic qui est partagée pour entre Android et iOS et qui utilise SwiftUI d'un côté et Jetpack Compose de l'autre et qui fonctionne super bien. Ça fait 2 années qu'on est en production. Donc si vous voulez voir une real life application avec ces différentes technos, vous pouvez aller voir le projet GitHub qui est directement exécutable et vous pouvez un peu vous faire des convictions là-dessus. Vous l'avez sans doute remarqué, hein, j'étais dans le thème Street Fighter, donc j'ai utilisé plein de soundtracks qui viennent de Street Fighter. Je me permets de les créditer vite fait. Et dernier slide, si vous voulez me suivre, n'hésitez pas sur les différents réseaux. Et si vous voulez faire un feedback, ce sera avec grand plaisir, parce que du coup c'est très utile pour les speakers en général. Merci beaucoup.